Donc Franz m'avait demandé de préparer un sujet sur l'international concernant le fromage de chèvre. Alors nous, l'international, c'est avant tout le beurre déchiré. Et donc autant on a une longue expérience de l'export en fromage de chèvre, autant ça reste une activité, on va dire, en devenir. Alors, ce que j'ai voulu reprendre, alors là par contre ça défile. France, C'est bon là, voilà. C'est ouais, bon là. alors il y avait un déroulé pour éviter que tout le monde lise trop rapidement. Alors, ce que je voulais juste reprendre, c'était non pas parler parce que on a des histoires diverses et variées au niveau des fabricants de fromage de chèvre, mais finalement, on a des bases communes. Donc, si aujourd'hui, chaque entreprise privée ou coopérative a développé une stratégie et une présence à l'international, bien souvent, on a un historique commun et avant tout, dans l'histoire, un fromage au fort ancrage local que l'on retrouve encore au niveau des zones de collecte. Alors, évidemment, le Poitou-Charentes, un petit peu la Vendée et la région centre en majeur, avec des AOP, mais beaucoup de fromage de chèvre lait cru. Donc là, on a cette spécificité territoriale. Je souhaite juste que l'on parle de cela parce que depuis 150 ans, le chèvre a vraiment vécu une révolution. Le deuxième point, France. Donc, nous étions dans le passé dans une autoconsommation dans chaque clan. Les animaux, et principalement les chèvres, c'était l'animal du pauvre. Et donc, jusqu'au début du XXe siècle, en fait, la chèvre était voilà, destinée à fournir l'alimentation de chaque famille. Voilà ce qui était moins vrai pour les cheptels de vaches. La création des premières coopératives laitières, donc, elle est apparue bien évidemment à un moment où le phylloxéra a décimé une grosse partie du cheptel des vignes, en France et en Europe. Et donc le démarrage des coopératives laitières s'est fait bien évidemment au service des producteurs de lait de vache, mais également au service des producteurs de lait de chèvre. C'est ce qui a permis la création d'outils industriels et puis par la suite l'organisation de la commercialisation. Donc la grande distribution a marqué le boom du fromage de chèvre, qui était un fromage à consommation vraiment locale et avec des qualités de produits qui étaient souvent assez distinctes d'une région ou d'une période, d'une saison à une autre, vers une disponibilité, une qualité constante, une disponibilité nationale. Et puis, le fromage de chèvre, c'était principalement un fromage plateau, et c'est devenu en grande partie un ingrédient culinaire du fait de sa singularité et le fait que ce soit un ingrédient culinaire connu, reconnu et qui aujourd'hui tire très très fort au niveau des modes de consommation en France et à l'international. Alors, au niveau du commerce international et des ventes de chèvres en dehors des frontières, donc, ce qu'on peut quand même constater, c'est que c'est relativement récent. Ça date, on va dire, des 30 ou 40 dernières années, donc des années 1970-1980. L'accélération du commerce mondial et les accords de libre-échange l'ont permis, mais n'ont pas été l'élément fondateur de l'exportation ou des ventes à l'international du fromage de chèvre. On a surtout bénéficié en fait d'un tourisme mondial, alors d'un tourisme intra-France, interrégional en France, ou interrégional, ensuite un tourisme européen, ensuite un tourisme mondial, notamment gastronomique, qui a amené une vraie réputation au fromage de chèvre, et notamment le fait de sa versatilité en cuisine, à chaud, à froid,
La première étape, et donc pour ceux qui ont connu des vieux directeurs d'usine ou des personnes qui ont vu l'émergence du fromage de chèvre à l'export, moi j'en ai connu plusieurs, notamment chez Poitou-Rennes et Auglac. En fait, c'est arrivé très clairement dans les années 70 et 80 avec l'émergence d'outils de production qui ont permis de répondre voilà, aux besoins répondre à la demande et surtout des services qualité qui étaient de plus en plus demandeurs d'une qualité et d'une traçabilité. Les premiers constats, c'est évidemment le fait que le principal frein du fromage de chèvre traditionnel, c'était le lait cru. Donc, on a vu l'émergence des fromages de chèvre pasteurisés à cette période, ainsi que des fromages qui étaient très ou trop typés, et donc l'émergence d'une offre pasteurisée, alors principalement tournée vers les bûches affinées, les Saint-Loup, les Soignons et les autres, toutes les marques qui ont pu disparaître depuis, et de formats diversifiés. On est sorti du très traditionnel pour aller vers de l'adapté, du grand public et des formats économiques. La deuxième étape, elle a eu lieu au début des années 80. Donc là, on a des exportateurs de Rungis, des coopératives laitières des Charentes et du Poitou-Charentes, qui sont allés étudier le marché américain et qui se sont rendus compte que les fromages à la française n'étaient absolument pas, fromage de chèvre n'étaient absolument pas adaptés à la demande américaine. Non pas que le lait de chèvre n'ait pas de potentiel, mais que les produits trop typés et surtout à DLIO courtes n'étaient pas adaptés à l'exportation et au palais des consommateurs américains. Le constat, c'est qu'aux États-Unis, et tout comme dans beaucoup de pays, on ne consomme pas le fromage en plateau, mais on le consomme en ingrédients. On le consomme en ingrédients dans un sandwich, dans un plat, dans un risotto, sur des pâtes, sur des pizzas, de différentes façons, mais on ne le consomme pas comme on le fait en France. Donc là, un besoin d'adapter le produit au consommateur et non pas le consommateur au produit. Le fromage de chèvre est également trop typé. Il faut développer des recettes plus consensuelles, ça c'est essentiel. Et si possible, si le fromage de chèvre peut ne pas comporter de goût caprin, être trop typé, voire être aromatisé, c'est encore mieux. La matière est intéressante d'un point de vue de la digestibilité, d'un point de vue protéine. Par contre, s'il pouvait ne pas avoir un goût de chèvre trop typé, ce serait parfait. La DLIO de nos fromages traditionnels, y compris les bûches, étant trop courte, il convient de faire évoluer la techno et faciliter le transport en bateau, puisque l'avion est excessivement cher. Et donc, le développement des premiers fromages de chèvre sous vide, donc les bûches sous vide, se fait à cette période-là, et c'est ce qui marque une vraie révolution, pas pour le marché français, mais principalement pour le marché grand export l'Amérique du Nord, et dans une moindre mesure en Europe. Mais néanmoins, sur l'Europe du Nord, un intérêt pour les fromages de chèvre non affinés et aromatisés. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Scandinavie. Donc les adaptations des produits permettent le développement de la conso en France et à l'étranger. Encore une fois, ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique, ce n'est pas un coup marketing, c'est à force d'erreurs et de pérégrination que des industriels, des commerciaux se sont rendus à l'étranger, souvent en groupe, parfois des concurrents, pour chercher les solutions et permettre le développement du chèvre à l'international. Donc on a des gens qui, chez Couturier, qui appartient à Ariel aujourd'hui, ou d'Expa, qui est un exportateur à Rungis, ces gens-là ont participé à l'essor du fromage de chèvre à l'international. Le consommateur recherche de la diversité.
son mode de consommation est devenu mondial. Excuse-moi Guillaume, j'ai un petit souci. Ouais, c'est bon. Excuse-moi. Aucun problème. Ça bug. Voilà. Alors, ce qu'on peut quand même, ce qu'on peut constater, c'est que la première pizza vendue en France, c'est la pizza au fromage de chèvre. Première pizza, première recette, pizza au fromage de chèvre, que ce soit en pizzeria ou que ce soit les fromages industriels. Quand j'étais dans une autre coopérative laitière, il y a une quinzaine d'années, je me rappelle, le directeur international était déjà en relation avec Dr Oetker, qui n'avait pas d'offre chef sur ses pizzas et qui était très intéressé pour l'offre IQF, donc les tranches de fromage de chèvre congelées. Donc voilà, ça s'est étoffé. Aujourd'hui, la pizza aux chèvres dépasse les frontières françaises. La restauration est devenue fusion. Il y a une vingtaine d'années, je ne pense pas qu'il y avait, ou une trentaine d'années, beaucoup de gastronomie autant diversifiée dans nos villes, mais de gastronomie utilisant autant de fromage de chèvre en France et à l'international. Aujourd'hui, la cuisine est devenue fusion. Quand je parlais des pizzas au fromage de chèvre, je pense qu'on pourrait également parler des crêpes, mais de tout plein d'autres produits. Il suffit de voyager pour se rendre compte qu'aujourd'hui, le fromage de chèvre est extrêmement utilisé. Alors, je ne vais pas dire partout dans le monde, mais on va dire dans les pays, dans les pays de l'hémisphère nord, principalement en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans voilà, en Australie également. Donc le fromage de chèvre devient un ingrédient majeur. Le chèvre est devenu un ingrédient reconnu dans un certain nombre de pays au niveau mondial. On le sait bien, que ce soit pour les entrées, pour les plats de résistance et pour les desserts. Aujourd'hui, il y a des must-have, des produits qui doivent se trouver sur la carte, quelle que soit l'origine de la recette, et le fromage de chèvre en fait partie. On a par exemple les salades de chèvre chaud qui sont devenues des obligations sur nos menus. Également, on a permis, grâce au développement de l'aide culinaire fromage de chèvre, d'ancrer sa consommation à travers le monde. Si vous vous rendez aux États-Unis, vous serez surpris de constater que les Américains utilisent le chèvre absolument à toutes les sauces, dans des salades, dans crumble, dans des omelettes, un petit peu partout en fait, finalement, avec les pâtes. Et donc aujourd'hui, le fromage de chèvre, c'est devenu un ingrédient un petit peu standard, comme les mentales ou le cheddar. Le chèvre à tartiner, voilà, on a une gamme de produits aujourd'hui qui est relativement étendue, même si évidemment le gros des volumes reste la bûche, 50% du marché français. Mais voilà, on peut constater qu'on est parti au niveau des fromages de chèvre les plus standards, les entrées du marché qui sont les chèvres à tartiner. Quand on ne connaît pas le chèvre, on commence par des produits doux à tartiner, faciles à consommer. On se dirige vers les bûches et le chèvre frais, puis vers les fromages de chèvre pasteurisés. Et enfin, on atteint le summum avec les fromages crus et les fromages AOP. Donc en fait, il y a un long apprentissage du fromage de chèvre. On ne démarre jamais par les fromages les plus typés et le lait cru. Un point important, moi je me rappelle quand même lorsque dans une entreprise passée, j'ai créé la filiale d'un groupe de Rial en Pologne, il y a 22 ans. Le fromage de chèvre était vu comme l'animal du pauvre et un produit très typé, pas forcément très bon, un peu ragoûtant. Et c'était vrai dans un certain nombre de pays. Et aujourd'hui, l'installation de cheptels en local, le développement d'une production caprine locale dans les pays de consommation, ainsi que d'unités de transformation,
le développement de la consommation, du tourisme, et puis on peut dire une uniformisation de la gastronomie au niveau mondial, a généré en fait voilà, un ingrédient tendance qui est le fromage de chèvre. Et donc tout ceci ne peut s'expliquer que par le développement du chèvre global, y compris la production locale. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai donné quelques petits exemples. Alors, j'ai fait le plus simple possible. Comme je vous le disais, aujourd'hui, les fromages de chèvre qui s'exportent bien, ce sont les fromages de chèvre frais avec des DLUE longues et les moins typés. Et nous avons une chance extraordinaire à la CLS, c'est de disposer d'une gamme de fromages de chèvre au lait cru avec des DLUE courtes. Donc, on joue un petit peu avec la difficulté. L'Europe, pour nous, c'est historique puisque nous vendons à travers l'Europe auprès d'un réseau de distributeurs, principalement sur un réseau grossiste destiné à la RHD. Nous avons développé en Amérique du Nord une gamme qui est la gamme Europe au lait cru, mais que nous avons fait évoluer la technologie vers une gamme pasteurisée. Donc, il s'agit des mêmes recettes, mais avec du lait pasteurisé. L'Australie a été démarrée dans les années 2010, le Maghreb assez récemment, et Israël, on vient de démarrer en Israël, donc ça progresse. On devrait ouvrir d'ici la fin de l'année l'Asie, grâce à des distributeurs également très ciblés RHD, donc Hong Kong, Vietnam, Chine et Thaïlande. Je voulais juste vous donner quelques petits exemples. Alors pour ceux qui sont des primo-exportateurs, en fait, l'adaptation des emballages aux besoins réglementaires. Dans un premier temps, nos étiquettes Export Europe, comme vous le voyez, nos produits ne disposent pas d'une surface de communication importante. Et donc, on a privilégié sur le facing des mentions en français. Par contre, la contre-étiquette reprend l'ensemble des notions réglementaires obligatoires dans l'Union européenne. Et donc, on a choisi de mettre en avant, de développer 5 marques sur le pack, 5 marques, 5 langues sur le pack pour faciliter l'exportation, éviter d'avoir à imposer des étiquettes. Donc, c'est contraignant, c'est laborieux. Sur des produits traditionnels, c'est assez compliqué de faire des choix, de trouver la place. Mais en définitive, pour nous, le gros du marché en Europe, c'est principalement l'Europe du Nord, le Royaume-Uni, le Benelux, la Suisse, l'Allemagne et la Scandinavie. Sur le grand export, quelques exemples. Donc, vous voyez, les étiquettes sur la slide précédente étaient vert kaki, c'est notre code couleur, cela veut dire lait cru. L'étiquette couleur rouille, donc que vous avez sous les yeux, c'est une étiquette au lait pasteurisé, donc c'est le code couleur pasteurisé. Et donc là, ce sont des gammes qui sont destinées à être exportées en Amérique du Nord et en Australie. Donc, développement d'une gamme et de packs spécifiques. Donc là, encore une fois, sur des fromages assez fragiles avec des DLUE courtes, donc c'est principalement de l'exportation par avion. Alors la qualité du produit le vaut bien, comme dirait l'autre. Ceci étant dit, notre cible n'étant pas de vendre des volumes, mais de vendre de la qualité, la volumétrie réalisée n'est pas la cible première de la CLS sur ces destinations. Comme vous pourrez le constater, on a développé des emballages qui répondent spécifiquement à la réglementation US, donc de la FDA. Et donc là encore, c'est contraignant, c'est des productions particulières, ce sont des emballages particuliers, ce sont des réglementations qui évoluent, mais c'est un sujet évidemment essentiel et obligatoire, donc avec le choix de valoriser certaines références d'une gamme et non pas une gamme trop large, qui serait difficile à maîtriser. Je vous donne un autre exemple pour certains produits relativement basiques.
Ce que nous développons évidemment en priorité sur certaines gammes de produits on va dire devenus des basiques de l'offre chèvre, c'est pour l'offre Cabridou, donc, qui est notre fromage de chèvre pasteurisé. Nous avons développé des offres de marques réservées ou de marques, alors ce sont des marques distributeurs destinées à la grande distribution, donc ce sont des importateurs américains qui disposent de marques destinées à la grande distribution. Et donc la Bonne Vie, c'est l'exemple d'une marque que nous, que nous fabriquons, hein. C'est un pot qui appartient aux clients avec différentes recettes destinées au marché US.